Alors, qui commence? Allez, Laurence. Alors bonjour, merci d'être là. C'est ce qu'on dit au début. Oui, c'est vrai. Je vais lire un extrait de Sans respirer, et puis je lirai un tout petit extrait aussi du dernier recueil paru, Chant nuptial. Rouge devenait le givre à mesure que midi approchait, son incandescence native. Les pas marquaient la neige, solaire était mon parcours. Un entrelacement nouveau aiguisait les étoiles. La nuit, dans sa rondeur, ne se partage jamais. Depuis que tu me nourris, mes forces au silence me donnent l'aspect d'une chose nouvelle, s'étire au fond de moi ma véritable stature. Allez et venus vers moi seul, mon ciel vide, pour maintenant tout reconstruire. Et tout, était-ce seulement possible? Je me voulais à l'abri comme un son qui n'aurait jamais eu aucune discordance. Un son pur, comme le blanc, le planisphère absolument crémeux d'un cœur. Une chose alpine. Un son mai. Je me voulais à nouveau face à moi-même comme le tintement le plus ancien d'un appel. Un crépitement nocturne, à l'affût de tout, et tout était à la fois le son unique du cœur. Perdu, disaient certains vaisseaux de mes jambes, perdu pour naturellement retrouver la voie tranquille, la respiration sereine. Blanche, disait encore le cœur, et tout s'affolait, tant et tant au creux des bras baisés jadis comme brins d'herbe, branche sainte d'une croix de chair. Tout s'affolait tellement derrière les genoux, entre les cuisses chambre d'hôte. Je ne voulais plus de ces baisers, je ne voulais plus que l'on touche à mon corps. Je voulais à nouveau grandir pour moi seule, seule et sauvage comme le tilleul, l'arbre de vie, ou bien peut-être. Et je voudrais aussi juste lire un tout petit extrait de ce nouveau recueil, Chant nuptial. Je me suis brûlée jusqu'à devenir toi, une équation d'abord sans langage, grenade à l'ongle, et puis ta course est devenue mon baptême. Le feu avait pris dans les neiges au premier jour du monde, un feu qui tenait sa langue d'une illumination secrète. Les vents qui l'attisaient avaient des noms sans scorie. Au fond des étangs, après leur passage, quelque chose se soulevait prenant forme de hutte. Parfois, la hutte ressemblait à une peau sur laquelle des parois auraient été tressées, frontières mouvantes et écarlates. Lorsque l'homme dépliait la carte, un son de tambourin rouait ses articulations, puis, lentement, une ronde émergeait. L'homme soin aimait qu'on le nomme ainsi, car ses mains étaient comme des sangles, des lacets par lesquels il arrimait le feu. Les fleurs ont revêtu leur coque d'acier, se griffent l'une l'autre comme tranquille érosion. L'air, à leur échantillon gazeux, est liquide. L'enveloppe dit enfin son étui pourvoyeur de parfums. Merci. Hola, buenas noches. Radichat à toutes. Jamais je n'ai voulu être rien d'autre qu'un fauve, se jetant à corps perdu dans les combats sanglants contre l'enlissement et l'indifférence, jusqu'à en perdre le visage. Rien d'autre qu'une étoile filante, arrachée au chaos, aux heures souterraines, ou bien une racine perçant sa route à la rencontre de ce qui va exister. Regarder en face, ici ou là-bas, pour entrer vivant dans la mort. Il suffirait d'un geste pour déceler l'obscur et l'indifférence, pour polir la patine des orages, délier les pieds et poings entravés, libérer les oiseaux en captivité et les graines prises dans une terre battue. Il suffirait d'un geste pour revêtir de nos chairs l'ossature dispersée
rejoindre la mémoire du destin rémanent et têtu, pour parler aux voix effacées, aux bouches closes qui retiennent les chants au fond des villages promis à tous les vents. Je parle de ces voix qui passent les murs, circulent dans mes veines, m'enveloppent dans l'ange de coton blanc et d'un plumage brodé, me parfument de feu, de bois et m'honorent d'un froid refroidi dans le temps. Je ne sais rien de la nuit, et pourtant sa rumeur s'approche au plus près de mon front. Peut-être qu'il suffirait de se déshabiller de l'ombre, comme les impalpables nuées des tourneaux, d'étendre d'une royauté nouvelle l'espace dévasté, le sol ravagé des saisons souveraines, d'invoquer d'ineffables prodiges, de chercher l'orientation et la prééminence de l'étoile perdue dans les chevaux du temps. Attendez, je m'installe un peu. Parce que j'ai été complètement happée par vos mots à tous les deux, donc je me suis pas organisée. Voilà, j'étais dans vos textes. Merci beaucoup à tous les deux. La première question que je me posais en vous écoutant, ça ressemble à quoi une vie de poète? Ça ressemble à quoi le quotidien d'un poète? C'est le quotidien de tout le monde. C'est-à-dire je ne sais pas répondre à cette question. C'est se lever, c'est écouter les informations, c'est être plombé pour la journée. Ah oui, c'est vraiment comme tout le monde alors? Oui, comme tout le monde. Karl, Mathias? Je dirais la même chose, mais j'apporterai un petit supplément en disant que je ne veux pas faire un éloge, une apologie de ce que c'est la poésie ou la création, mais je pense que quand on est artiste, quand on est poète, on vit en tant que poète, on pense en tant que poète, on mange en tant que poète, on rêve en tant que poète, et on regarde le monde en tant que poète. Et cela nous aide. On parlait tout à l'heure des grâces. Je dirais tout simplement que cette idée de la grâce, loin d'être quelque chose de religieux, c'est peut-être ce qui nous permet de tenir bon, de nous tenir droit, de regarder le monde en face. Parce que comme on dit, tant de gens qui nous ont précédés, il faut regarder le monde en face. Malgré sa part de tragique, malgré les difficultés, malgré toutes ces choses parfois qui nous bouleversent, il faut le regarder en face. La seule chose qu'on ne peut pas regarder en face, c'est le soleil. Même la mort, il faut la regarder en face. Dans l'arbre face au monde, justement, vous dites ça. Vous dites que tous les créateurs, tous les artistes sont faits d'une même argile. Oui, je pense qu'il y a une famille universelle, une famille qui va au-delà des temps, au-delà des époques. C'est ce que j'appelle le grand art. Mais quand je parle de ce grand art, c'est pas au sens canonique du terme, c'est pas au sens académique ou bien en faisant de hiérarchie d'une part ou d'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui nous relie à l'essentiel, à ces substrats, c'est quelque chose qui nous vient de loin et que nous ne savons pas ce que c'est finalement. Parce que je pense que pour Laurence, c'est pareil. Nous sommes là ici en 2024, mais à la fois nous sommes très proches de ces hommes qui étaient à Lascaux, qui ont essayé de comprendre quelque chose, qui ont essayé de toucher au plus près cette chose universelle, absolue. Et je pense que tout au long des époques, des siècles, il y a eu des étoiles filantes qui ont traversé ces siècles. On parle souvent on dit Shakespeare, c'est la voix de l'Angleterre, Cervantes, c'est la voix de l'Espagne, Molière, Victor Hugo, c'est les voix de la France, Dante, c'est la voix de l'Italie. Mais à côté de ces grandes voix, il y a eu aussi d'autres voix, des comètes qui sont passées dans cette constellation du vivant. Je pense que nous sommes quelque part reliés, je crois, je le dis sans prétention, mais je pense très souvent à ce que j'appelle des compagnons de voyage, à ces amis dans le temps. Est-ce que, parce que vous dites, Laurence Lépine, vous dites c'est une journée comme celle de tout le monde, est-ce qu'il y a une perception, parce qu'on a l'impression quand on vous lit tous les deux, qu'il y a une sorte de perception naturelle et assez tranquille à l'invisible? Est-ce que vous avez cette sensation-là?
J'essaie tous les jours, j'essaie de me laisser approcher par l'invisible. Alors comment on s'y prend? C'est pas tout à fait comme tout le monde, vous voyez bien. Hein. Comment on s'y prend? Eh bien, par exemple, pour vous donner un exemple précis, le matin, à partir du moment où je claque ma porte et où je marche vers le tramway, tout mon esprit est happé par ce qu'il y a d'invisible et que je vais entendre. Tu connais ça? Et ça doit être absolument écrit avant que la journée commence pour que cette journée soit pas perdue. Même si je ne me sers jamais de ça, c'est comme un exercice, hein, comme un chanteur fait des gammes, un sportif s'entraîne, un peintre utilise les couleurs. C'est juste pour que son intuition grandisse. Donc c'est une écoute à soi-même en même temps qu'à l'invisible aussi? Peut-être à soi-même et peut-être, je l'espère, à quelque chose qui nous dépasse, que j'appellerais la grâce. Vous diriez la même chose, Carlo Diaz? Absolument, absolument. Je pense que c'est Nathalie Sarraute qui disait que la poésie fait ressortir dans le visible ce qui est invisible. Et pour moi, cette affirmation, elle est révélatrice, parce que on peut se poser la question, qu'est-ce que la poésie aujourd'hui en 2024? Je pense que tout un chacun se fera une idée de ce que ça peut être la poésie ou de ce que la poésie peut signifier. Pour certains, la poésie, ça obéit à un schéma d'écriture. Pour d'autres, ça va être quelque chose de l'ordre du littéraire. Pour d'autres, ça va être la parole au sens cette chose orale, vous voyez. Mais je crois qu'il y a toujours un lien que personne n'a réussi à ce jour à définir. Même Platon, qui s'est posé la question quand il a écrit la République, il disait voilà, c'est quelque chose qui nous vient de loin, c'est quelque chose dont il ignore le point de départ, c'est quelque chose, c'est Marguerite Duras qui disait l'écriture nous vient de la nuit, elle nous vient de l'abstrait, donc on va la chercher à tâtons, on ne sait pas au fond pourquoi on écrit. Je n'aurais pas la prétention de vous répondre, je ne sais pas, Laurence aussi, je crois connaître la réponse en fonction de ce qu'elle a dit, mais je pense qu'il y a quelque chose effectivement de l'ordre de l'invisible, du silence et d'une certaine prédisposition aussi à voir. C'est ça, j'allais vous dire justement, c'est un rapport très singulier au silence, du coup, qui est quoi, parlant? Je ne sais pas si c'est un silence parlant. C'est peut-être quelque chose que j'ai à dire, ou j'aimerais que ça soit quelque chose qui passe par moi. Vous voyez, quand je pensais à la grâce, je me disais que, évidemment, il y a la grâce qui est la reconnaissance, il y a l'action de grâce, mais je crois que ce que je préfère dans la grâce, c'est l'état de grâce, qui très peu d'entre nous connaissent sans doute l'état de grâce, mais c'est celui qui permet l'action. Et c'est ce qui m'importe dans la vie, en fait. C'est d'agir aussi petitement que je le peux, mais que quelque chose advienne. On a la sensation, quand on vous lit, et aussi quand on vous écoute là, qu'il y a une attention singulière, particulière et très forte, justement, au fait d'être vivant. Alors, vous, Carlo Diaz, d'ailleurs, vous faites une première partie de ces polyphonies landaises qui s'appelle Paradj, qui est un mot basque, intraduisible, je ne me trompe pas? Occitan. Occitan. De la Languedoc. Excusez-moi. Et ce mot veut dire justement être au monde, mais vous dites c'est un mot intraduisible, et on a vraiment cette sensation dans ce que vous venez de dire, Laurent, c'est-à-dire une façon incroyablement précise et forte de ressentir le vivant.
c'est aussi être au monde, mais comme l'a dit Karl, c'est être au monde tout en étant relié à tout ce qui nous précède, à tout ce qui nous occupe, à tout ce qui se produit en même temps que nous. Je crois que c'est ça, en tout cas pour moi, être au monde, hein, c'est essayer d'être traversé par tout ce qui se passe. Vous diriez ça aussi ? Oui, je crois que la poésie nous donne une certaine faculté de dire, de nommer les choses, mais ça ne nous soustrait pas au réel. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, on vit, on fait partie d'un tout, et on ne peut pas. Moi, je ne crois pas à cette image un peu cliché du poète qui vit dans une tour d'ivoire, qui s'est soustrait du monde et qui rêve en solitaire et qui exprime parfois avec beaucoup d'emphase ses états d'âme. Ça peut être ça, peut-être la poésie. Ça, je n'ai pas la prétention de donner une définition. Mais tel que je le vois, tel que je le conçois et tel que je le constate au quotidien, c'est avoir une lucidité par rapport à la place que l'on a dans ce réel, dans cette vie de tous les jours, dans cette aventure qui est parfois semée d'embûches et semée aussi de surprises. Quelqu'un m'a dit une fois, lorsqu'on parlait justement de ce lien entre la poésie et le réel, quelqu'un m'a dit que j'étais quelqu'un de négatif, parce que je parlais justement d'avoir conscience du tragique de l'existence. Et je me suis permis de surenchérir en disant que quand on essaye d'avoir un peu la clairvoyance qu'ils pouvaient avoir les anciens dans l'Antiquité, non, et de se dire je vais pas subir mon destin, mais plutôt concevoir ma destinée. Qu'est-ce que cela veut dire ? En gros, cela veut dire qu'il faut être conscient de cette part de finitude qui est la nôtre, de notre fragilité, de nos faiblesses, aussi de notre part de grandeur et de ce panache qui implique justement le parage. Le parage est un mot intraduisible qui nous vient de la langue d'oc et qui nous invite à avoir une droiture d'esprit, une droiture d'âme, avoir un regard bienveillant envers soi, mais aussi envers l'autre. Et vous voyez que même si c'est un vieux mot du XIIIe siècle, je pense qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui, en 2024. Et c'est marrant parce que cette clairvoyance, cette façon d'être très présent au monde, vous utilisez la formule, Laurence, en disant on est traversé. On a la sensation parfois que vous n'avez pas choisi, que finalement c'est la poésie qui vous est tombée dessus. C'est pas la poésie qui m'est tombée dessus, j'ai tout fait pour qu'elle me rencontre. Et tous les Comment vous avez fait, Laurence ? Je ne sais pas. Parce qu'on aimerait bien quand même. Hein. Je ne sais pas. Et je crois que tous les jours, je fais en sorte qu'elle me rencontre. Oui, c'est ça, d'être dans un état de disponibilité pour... Lorsque j'étais allée dans une école l'année dernière et rencontrer des élèves et on parlait de poésie, et je leur disais, parce que c'est ce qui se produit, que le poème est totalement dans le corps. On peut le sentir partout, mais il est en désordre. Il y en a dans les genoux, dans les coudes, partout, il circule. Et je crois que écrire un poème, ça veut dire mettre de l'ordre dans tout ce qui circule tout le temps. Comme le sang, comme le souffle. Voilà, c'est mettre de l'ordre dans ce qui existe déjà. Il me semble. C'est très joli comme définition. Alors, c'est marrant parce que j'allais vous demander, dans mes questions, oui, en lisant sans respirer, j'allais plutôt vous dire que quand on le lit, on a quand même la sensation d'un courant d'eau, d'un mouvement très marin qui nous emporte presque comme des vagues. Donc, il y a de ça dans Sans respirer pour vous ? Il y a ce rapport à la matière quand vous écrivez ? Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe quand j'écris, c'est tout. Et parfois, même une fois que j'ai fini d'écrire, je me souviens pas trop de ce que j'ai fait. Mais dans Sans respirer, donc il y a les petits poèmes qui ont été proposés
à Christine, des éditions Au Caillou des Chemins. Et puis il y avait ces textes blocs que j'écrivais pour moi, que je ne voulais pas publier, et Christine qui m'a invitée à le faire. Donc oui, il y a ce flot peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, je dirais que Sans respirer est un texte qui arrive après le confinement et après le grand trauma du confinement. Effectivement, ça doit être une vague de survie qui m'a prise. Alors je m'arrête 2 secondes justement sur la présentation de Sans respirer, puisqu'il n'y a pas de majuscule à chaque page. On a la sensation que c'est un seul et même texte. Il y a effectivement des blocs, des pages à des moments qui sont plus aérés. Il y a des temps de silence dans votre écriture. On a la sensation que vous avez mis en lecture plutôt que mis en page, finalement, ces textes. Alors j'ai regardé vos autres livres, du coup, et j'ai constaté qu'effectivement, il y a un temps très attentif à la façon dont vous présentez vos textes. J'étais pas au courant. Ben moi, je vous le dis. Alors, c'est votre éditeur qui a choisi ça. Vous n'intervenez pas sur ça? Christine, où es-tu? Est-ce que l'éditrice est là? Vous êtes là, l'éditrice? Mais venez là, parce que moi, j'ai une question à vous poser. Ça va pas du tout. Si Laurence n'est pas au courant, venez répondre à ma question. C'est une demi-plaisanterie. Hein. Alors, dites-moi. Racontez-moi. Parce que c'est quand même très particulier, cette façon que vous avez de nous emmener. Non, vous ne trouvez pas? Vous nous emmenez dans votre texte. Non, vous n'avez pas d'avis sur ça, vous? Non. Alors, on vous écoute. Vous vous appelez? Alors, je m'appelle Christine Saint-Jour. Je vous en prie, Christine. Répondez-moi. Alors, franchement, je crois, oui, qu'il y a une tendance ainsi dans l'écriture de Laurence, cette constante d'un flot. Et là, il se trouve que, comme elle l'a dit, quand elle a donné ses premiers textes, qui étaient des textes très brefs, pour plusieurs raisons éditoriales, je l'ai incitée à fournir, à produire autre chose qu'elle avait sous le coude, et où je l'ai mieux retrouvée. Voilà. Mais ça a été dans le dialogue, et dans le dialogue des textes, et dans le dialogue que l'on a eu ensemble sur ces textes. Mais c'est vrai que je la retrouve mieux dans les textes qu'elle appelle les textes pavés que dans les textes courts. Bloc, elle dit bloc, elle dit pas pavé. Ah, vous acceptez pavé, bon, ça marche. Oui. Ce sont des textes, pour le coup, c'est vraiment des blocs qui sont assez carrés. Mais donc, merci beaucoup. Alors donc, je rappelle les éditions donc Au Caillou des Chemins, c'est bien ça, je me suis pas trompée. Et alors vous, dans Polyphonie landaise, j'ai vu, en fait, vous nous prenez par la main parce que vos textes sont numérotés. Pourquoi ils sont numérotés? Il y a eu la contrainte éditoriale. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de numéroter des textes. Bon, moi, je n'ai pas vraiment de doctrine là-dessus. Ça me dérange pas de numéroter un texte. Je me suis même amusé à le faire en chiffres romains, la deuxième partie. Mais pour moi, c'est accessoire. Il n'y a pas de numéroter, pas un texte. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de mettre des titres à mes textes. C'est souvent des enfants comme ça que je reconnais, puisque je signe, mais ils ne portent pas des titres. Je ne les nomme pas. Parce que du coup, dans cette mise en page, on a l'impression que vous nous prenez un peu par la main, puisqu'en plus, vous dites dans cette Polyphonie landaise que vous décrivez dans un livre, vous contenez dans un livre un lieu. C'est-à-dire Alors, ces livres partent un peu, je dirais, du même constat que ce que expliquait Laurence tout à l'heure. Se positionner quelque part, regarder, observer, essayer d'entrer en communion avec ce que nous avons en face. Moi, je suis quelqu'un de très attaché à la question de la terre. Je trouve que dans l'écriture qui est la mienne, il y a quelque chose de tellurique. Pour ceux qui connaissent le Chili, ou qui ont des amis chiliens, le mot tellurique fait partie du vocabulaire, je dirais, de tout Chilien, puisque le Chili est un pays où il y a chaque semaine des tremblements de terre. Et
Et je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du tellurique dans mon écriture. Ce rapport à la terre, ce rapport au lieu. Il y a cette devise, cette maxime latine qui dit ubi terra, ibi patria. Là où on est, là où on trouve la terre, c'est là notre patrie. C'est celle qu'on choisit, c'est celle-là qui devient notre patrie. Et j'aime bien cette idée, j'aime bien cette maxime de me dire que contre tout déterminisme, contre toute forme d'essentialisme, on peut choisir une patrie. Et cette patrie, on peut la porter en soi, avec soi. C'est ce que les Allemands appellent la Heimat. C'est cette patrie profonde qui n'a pas de bannière, qui n'a pas de monnaie, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de circonscription administrative. Et je pense que quand on écrit, on joue des rôles. Je reste celui que je suis, certainement, mais j'essaye de me fondre dans un paysage, de faire parler les éléments, de les incarner, de leur donner voix, de restituer quelque part une forme de mémoire. Parce que si la poésie devait servir à quelque chose, peut-être que je me pose la question si elle ne devrait pas avoir aussi un lien avec la mémoire. La parole en tant que forme symbolique de ce réel. Et pour moi, cette promenade dans les Landes, c'est ça. C'est partir arpenter un territoire, mais ne pas le faire au sens comme des gens qui disent bon, je vais aller faire le chemin de Saint-Jacques, je fais tel à tel point, je vais chronométrer mes jours. Je pense que ça demande aussi un état de je vais être un peu, je suis désolé, c'est mon côté latin, hispanique, je vais être un peu excessif, mais je pense qu'il faut toujours essayer de chercher l'absolu dans ce qu'on fait. Vous voyez, que ce soit arpenter un chemin, libéré de tout préjugé, de toute vision consensuelle. Et je crois que par ricochet, je parle d'arpenter, de cheminer, d'écrire, d'observer. Et je dirais tout simplement que c'est comme aimer. Quand on aime, on ne peut pas aimer à moitié. Vous aimez ou vous n'aimez pas. En amour comme en écriture, on ne peut pas faire les choses à moitié. Parce que ça ressemble à de la soupe froide. Et je pense que personne ici n'aime la soupe froide. Ou le café froid, au tiède. Donc c'est une question d'intensité ? C'est une question d'intensité. La poésie, pour vous aussi, Laurence ? Oui, bien sûr. C'est une question vitale. C'est une question vitale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tous les jours, j'ai besoin d'écrire. Et parfois, j'imagine qu'on me l'interdise. Je crois que la vie aurait... Je ne sais pas si elle n'aurait plus de sens, mais en tout cas, elle serait très, 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 très difficile. Je pense que tous les poèmes aussi, c'est mon premier éditeur qui m'avait dit ça, que tous mes poèmes sont comme des berceuses. C'est des choses, finalement, j'ai l'impression... je disais que je mets un ordre, que je capture, mais c'est aussi pour me consoler. C'est aussi pour me consoler d'une tristesse millénaire. C'est pas seulement la mienne que je porte, c'est une tristesse depuis le début. Vous dites ça, hein, Carlo Diaz, vous écrivez, toujours dans ce livre, donc dans L'Arbre face au monde, vous dites, finalement, être poète, c'est aussi raconter un manque, raconter une absence. En partie, je pense que quand on écrit, on a cette faculté performative de rendre une voix, de restituer quelque chose. Et quand j'étais enfant, j'étais séduit, vraiment séduit par le pouvoir des mots, par cette capacité qui peut avoir un mot, par cette force qui peut susciter des choses. Quand on prononce un mot, on peut faire du bien à quelqu'un, on peut lui changer sa journée. Et quand on prononce un mot, au contraire, on peut le blesser, et on peut même casser une amitié, ou on peut même déclencher une guerre. Vous voyez ? On ne serait-ce qu'un mot mal traduit. Un mot qui est mal traduit peut être à l'origine d'une tragédie. Et je crois
à cette force de la parole, du mot, à la capacité de restituer, de rendre vivant, de lutter contre l'effacement. Albert Camus disait le monde, on ne pourra pas le refaire, mais essayons de le maintenir. Et je pense que, sans fausse modestie, c'est le propre du poète, c'est de parler en son temps, c'est de parler sans posture, sans jouer le rôle, sans devenir une sorte de prestataire des services d'une époque avec un cahier des charges culturelles pour dire ou pour, je ne sais pas, adhérer à des thèses ou à des courants sociétals pour dénoncer ou pour revendiquer. Je pense que l'essentiel, puisqu'on parle de cette chose qui nous vient de loin, ce que dit Laurence, je parlais tout à l'heure de Duras quand elle parle de la nuit, de ce qu'on va chercher à tâtons. Pour moi, c'est ça, c'est restons ensemble et que cette parole nous porte quelque chose, que cette parole ne soit pas une consolation vaine, qu'elle ne soit pas un palliatif, mais bien au contraire, qu'elle nous donne. Je parlais tout à l'heure du parage, je parlais de ce panache qu'il faut, de cette force pour affronter la vie, tout simplement. Quels sont, selon vous, les pouvoirs de la poésie ? J'ai envie de dire que la poésie est magique. Comme Karl, je pense que la poésie est là pour... je pense qu'elle est là pour transformer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais on peut... Vous voyez, avant de venir, j'avais recopié des poèmes pour les lire, mais... des poèmes qui parlaient de la grâce. Et d'abord, je les ai photographiés. Je me suis dit, je vais les lire sur mon smartphone. Comme ça, au moins, il y aura quelque chose de magique qui se produira. C'est-à-dire que peut-être, ça va effacer tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Peut-être que si je lis un poème sur mon téléphone, eh bien, quelque chose va se produire. Bon. C'est les enfants qui passent comme ça. Il faut une part d'enfance, alors on écoute, qu'il faut conserver, qu'il faut écouter. J'en sais rien. Parfois, je voudrais bien m'en débarrasser parce qu'elle m'encombre un peu. Cette part d'enfance, elle occupe quand même bien 80% du territoire. Mais bon, je fais avec, quoi. Pourquoi voudriez vous en débarrasser ? Parce qu'elle est un peu anachronique, on va dire. Vous partagez ce sentiment, Karl, d'un choc peut-être avec le mouvement du monde autour de vous ? J'adhère complètement à cette idée parce que je crois que quand on écrit, quand on est artiste, on est toujours en décalage. Et ce n'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose qui s'impose parce que la création l'impose, parce qu'elle ne vous laisse pas le choix. Parce que soit, je disais tout à l'heure par rapport à la situation propre d'une grande entreprise que l'on met en place, on ne peut pas le faire à moitié. On pourrait, oui, mais ce décalage qui est imposé par la création, parfois nous joue des mauvais tours. Parce que je dis souvent que les poèmes, ce n'est pas quelque chose d'immédiat qui jaillit comme ça et qu'on décrète. Vous voyez, souvent dans les films, les gens disent « Ah tiens, je vais écrire un poème ». Très souvent, vous verrez qu'il y a ce rapport presque instantané à la poésie. Tiens, j'ai eu envie d'écrire, j'écris un poème. Mais nous savons très bien que le poème, il est toujours en décalage. Le poème arrive plus tard. Et si ça se trouve, ce soir, quelqu'un parmi vous, quelqu'un qui écrit de la poésie, peut-être en rentrant à la maison, va voir quelque chose, va ressentir quelque chose, et c'est quelque chose qui donnera un poème peut-être dans une semaine. Vous voyez, ces livres-là, je ne l'ai pas écrit dans la forêt landaise, je l'ai écrit plus tard. Et ce décalage, parfois, nous met dans une situation de fragilité, de vulnérabilité. Parce que c'est Diderot qui disait que cette chose qu'on appelle la sensibilité est un fatal cadeau du ciel. Parce qu'elle nous rend lucides, elle nous rend
elle nous donne cette possibilité de partir en croisade contre le monde, de mener une guerre s'il le faut. Mais à la fois, elle nous rend extrêmement vulnérables quand on est fragile, quand on est sensible. Et là, je fais la distinction entre la sensibilité et la sensiblerie, qui n'est pas la même chose. Je vous écoute. La sensibilité, pour moi, elle implique une condition, je parlais tout à l'heure d'absolu, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui nous permet d'être en contact avec les éléments, avec les présences, avec les absences. Et cette force, cette chose indéfinissable, permet à ce que ces éléments, ces phénomènes prennent de l'ampleur chez nous. Je pense que Laurence, ou n'importe quel poète, quand il est saisi, ou moi, quand il est saisi par quelque chose, c'est quelque chose qui le touche, le sort de son quotidien, d'un certain état de banalité. Vous voyez ? Et parfois, on peut avancer dans une rue, et sur un trottoir, on va apercevoir un coquelicot qui pousse. Et quand on a une forme de sensibilité ou d'acuité par rapport à la réalité, on se dit, mais quelle merveille ce coquelicot qui pousse là. C'est un truc, c'est un accident de la nature quelque part, mais à la fois c'est merveilleux de voir que là, contre toute attente, il y a une fleur qui pousse. Voyez ? Et ça, je crois que ça nous donne effectivement cette part de grâce, puisqu'on parle de la grâce. Mais quand on est confronté au tragique, ça nous rend parfois vulnérables. Tout autant. C'est-à-dire que finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que assez spontanément, vous avez un rapport émotionnel au monde, aux choses qui vous arrivent, qui vous permet peut-être d'atteindre une forme de grâce dans un bonheur inouï d'une chose devant laquelle beaucoup de gens passeraient, mais de la même façon, une capacité aussi à être affaibli de la même façon par une émotion plus désagréable. L'émotion, elle est transformée. Si elle est désagréable dans le début, il y a quelque chose en soi qui la transforme pour continuer à vivre. Je pense au coquelicot dont parle Karl. Ça me fait penser à la véridité dont parle Hildegard de Bingen. Cette chose qui pousse, cette force qui nous anime, qui anime l'univers. Et parfois, peut-être que la grâce, c'est de pouvoir ressentir, comme elle le ressentait elle-même d'ailleurs, de pouvoir ressentir ce courant qui passe et qui nous traverse tous. C'est une évidence. Donc c'est une attention aux émotions, finalement, qui va être retranscrite, qui va être une matière ? Oui, c'est une matière qui ne vous laisse pas indemne. Parce que quand on écrit, on se brûle. C'est Kafka qui a dit quand on écrit, on se détruit. Et on est obligé de se recomposer à nouveau. Vous voyez ? Parce que il y a eu beaucoup de grands poètes qui ont dit voilà, quand on écrit de la poésie, pour qu'un poème en fait ne peut pas être mi-bon, moitié bon. Voilà, un poème doit être un poème à part entière. Un poème qui ne brûle pas n'est pas un poème, c'est autre chose. Donc, pour écrire et pour tenter de toucher au plus près cette part d'ineffable, il faut s'efforcer pour creuser, pour aller chercher la substance. Et forcément, il y a quelque part une sorte de dispute qui se met en place, non seulement dans la tête, dans l'esprit, mais c'est aussi dans ce qui nous entoure. Et c'est en cela qu'on dit que tout poème est une bouteille lancée à la mer. Voyez ? Et je crois qu'il y a dans cette belle image de ce quelque chose que l'on met dans la bouteille, que l'on va lancer à la mer, je crois qu'il y a quelque chose de vrai. Est-ce que c'est un dialogue plus encore que la littérature, finalement, la poésie ? La poésie dit la vérité.
La littérature, je m'en méfie toujours un peu. Le poème dit la vérité. Il ne peut pas, comme dit Karl, il ne peut pas dire autre chose que la vérité, sinon il n'est pas le poème. Le poème tient tout seul. Il tient tout seul sur ses jambes. Il a besoin de rien d'autre que du souffle qui passe à travers lui, des mots qui sont agencés d'une certaine façon. Personnellement, je lis assez peu de romans. J'ai besoin de la poésie comme d'une nourriture, de la musique, du sens, de sa fragilité, je ne sais pas que vous dire d'autre. C'est déjà pas mal, hein, merci beaucoup. Karl, c'est un dialogue pour vous par rapport à la fiction ? C'est un dialogue avec soi, avec les plusieurs moi, dans mon cas, parce que je pense que nous sommes tous multiples. Je suis convaincu, je suis sûr et certain qu'on a une vie, mais plusieurs vies dans cette vie qui est la nôtre. Un poème ne parlera pas jamais de la même façon un tel ou voilà, un autre. On parlait de bouteilles lancées à la mer, on parlait de messages, on parlait de paroles, on parlait de restitution. Et c'est une fenêtre qui est entrouverte. Le poème, pour moi, en tout cas, c'est jamais une fenêtre grande ouverte qui vous attire pour aller voir. C'est une fenêtre qui est entrouverte, qui dit les choses, qui vous suggère des choses, qui vous fait peut-être, qui vous donne envie, qui vous transmet peut-être des vérités, mais ce sont des vérités qui ne sont pas peut-être claires dès le début. Donc, pour aller vers la poésie, aller en substance, parce que c'est un cheminement qui s'est fait de façon très progressive. Très souvent, quand les gens disent la poésie c'est barbant, c'est pas pour moi, ça me rappelle l'école, parce que voilà, il y a le côté devoir, et puis bon, ça me parle pas. J'ai dit très souvent que la poésie, il faut lui laisser le temps, il faut avoir la curiosité, et il ne faut pas lire un livre comme on lit un roman. La poésie, il faut la saisir, il faut lire des extraits, il faut peut-être la lire aussi à haute voix. Il faut se l'approprier, il faut la mâcher, la poésie, vous voyez. Il n'y a pas de méthode, c'est pas comme un roman. Quand on commence un livre, on sait qu'on doit le finir. Parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a des personnages. La poésie, elle se passe de ces schémas. C'est autre chose, comme disait Guy Lévic. La poésie est autre chose. Vous avez fait un travail de recherche aussi sur Louis Aymier, je crois. Vous avez travaillé sur l'exposition qui présente aujourd'hui son travail. Oui, alors la Bibliothèque de Bordeaux nous a laissé carte blanche pour proposer... Tous les deux, vous avez travaillé tous les deux sur ce projet ? Non. Non, Laurence, elle a travaillé sur... Bon, peut-être qu'elle en parlera tout à l'heure, mais elle a travaillé sur une autre proposition. Moi, j'ai voulu exhumer cet écrivain. C'est un peu... Il y a une cohérence dans ma démarche d'écrivain, puisque j'essaye toujours, je disais tout à l'heure, quand on écrit, on joue des rôles. Et je me mets souvent dans la peau des personnes. Je vais fouiller dans la vie des gens et je donne la parole, je restitue. Je me suis mis dans la peau de Rose Valland, qui était une conservatrice au musée du Jeu de Paume dans les années 40. Je me suis mis dans la peau d'un peintre allemand qui a vraiment existé au XIXe siècle. Et j'aime bien convoquer ces présences, convoquer la présence des gens qui ont existé, qui ont eu une parole à un moment donné, qui ont eu une vision du monde qui me paraît singulier et pertinente et nécessaire. Et quand j'ai découvert Louis Aymier il y a quelques années, j'ai été assez touché par sa poésie, par sa force, par sa façon de dire, de nommer, par sa façon de voir, par sa clairvoyance. Et j'étais surpris de voir que tout Bordelais qu'il était, il a travaillé pendant 20 ans en tant que chef de la rédaction au journal Sud-Ouest, mais c'est quelqu'un qui est très méconnu. L'on connaît mal, Louis Aymier. Et je me suis dit, tiens, je vais saisir cette occasion pour modestement le remettre en lumière et voir
si ça peut susciter quelque part un intérêt pour sa poésie qui est vraiment, je vous la conseille. Là, pour le coup, c'est une grande bouteille lancée à la mer qui mérite qu'on aille la chercher et la lire. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Je ne saurais pas vous répondre. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté, la poésie Non, mais ce travail sur Louis Hémier, la poésie de Louis Hémier, qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est un dialogue. C'est justement un dialogue parce que c'est ça qui est merveilleux quand on croise dans la vie comme ça des gens, vivants ou pas. On a l'impression que c'était une rencontre qui devait avoir lieu. Et on s'est dit, mais tiens, mais c'est magique ça. Il me parle. On dirait que cette conversation a peut-être déjà eu lieu. Je ne sais pas, ça vous paraîtra un peu ésotérique ce que je dis, mais on s'est dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Moi, je suis un grand lecteur de poésie, et qui dit grand lecteur dit amateur de poésie, et qui dit amateur dit aussi critique. Je suis assez critique de la poésie, et surtout de la poésie contemporaine. Et quand je tombe sur un auteur qui est né en 1900, donc vous voyez déjà dans un tournant de siècle, avec une mentalité différente, dans une époque qui n'a sans doute pas grand-chose à voir avec celle-ci, et que je vois son message, les images qu'il travaille, sa façon de dire, et aussi la portée humaniste de son message, je ne peux qu'être séduit. Et aussitôt, je l'ai considéré comme un ami, Louis Hémier. Et qu'est-ce qu'elle a, la poésie contemporaine ? Qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'elle n'a pas ? Je vous écoute. Non, après, je veux pas. Ça, Je pense que, je disais tout à l'heure, quand on aime quelque chose, quand on aime quelqu'un, ça nous oblige aussi. Ça nous oblige à penser contre soi et malgré soi. Moi, ce qui ne me plaît pas de la poésie contemporaine française, et là je vais mettre le doigt là où peut-être je ne devrais pas le mettre, je dis bien française et non pas francophone, parce que je fais la distinction. La poésie francophone, elle rayonne. Elle va du Québec jusqu'à Tahiti. Mais ici, on connaît très mal ces réalités autres. Et quand on parle de poésie française actuelle, moi, ce qui me gêne un peu, c'est déjà ce milieu renfermé, cet entre-soi, cette poésie qui tourne en rond depuis très longtemps, qui fait beaucoup de listes de courses, qui joue sur le dispositif du poème comme étant un supplément d'âme, ou bien une expérience langagière. Et ça, c'est réduit à ça. Et moi, je dis souvent, quelqu'un m'a dit l'autre jour que je parlais comme le père Fouettard, et je l'assume de parler comme un père Fouettard. Je dis, allez écouter, allez voir la poésie en dehors de nos frontières. Allez écouter la poésie francophone au Sénégal. Écoutez les poètes tahitiens. Écoutez les poètes québécois d'aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très puissant. Voyez ? Parce que, je ne sais pas, vous pourrez ou pas être d'accord avec moi, mais très souvent, quand on se rend à écouter de la poésie, je peux comprendre que certaines personnes ne se sentent pas proches de ces milieux-là. Parce qu'il y a tout un tas de codes, des choses qui se mettent en place, et que même moi, j'ai envie de partir. Les gens qui prennent cette attitude, avec la tête penchée, comme s'il fallait jouer le poète, comme s'il fallait endosser le costume, l'habit du poète. Alors que la poésie, encore une fois, comme on disait Guy Lévic, c'est autre chose. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Vous êtes d'accord avec ce point de vue, Laurence ? Oui, je suis d'accord, complètement. C'est vrai que parfois en France, il y a un petit entre-soi qui... je sais pas, ça me donne envie de grelotter. C'était une petite fille qui a écrit ça et oui, pour le coup, on a envie de respirer. Oui, c'est ça, parce que finalement, c'est une vision. Le poète a une vision, alors pour le coup, totalement universelle, et plus que ça encore, on a envie de dire, finalement. Donc, c'est le contraire d'un entre-soi. A priori, c'est vraiment ce qu'on associe à la poésie, non ? Je sais pas. Et pour vous ? Je pense que quand on est poète dans l'âme, dans la conscience, dans l'esprit, je pense qu'on est à moitié fou et on est très proche des sangs, vous voyez.
parce qu'on est toujours en quête, on a soif de l'éternité, de l'universel, et on ne peut pas se contenter avec des petites choses. Je disais tout à l'heure, quand on écrit, on a envie de tout, on a envie d'aimer, mais de se brûler, vraiment. Moi, je n'ai pas envie de rester pépère quelque part à écrire des petits poèmes que je vais ensuite partager comme si c'était des milliardises. Vous voyez ? Je pense que on vit dans un monde qui nous pousse toujours vers le bas. On vit dans un monde qui nous étiquette, un monde qui prend l'utilitarité des choses, qui gadgetise les choses. Et je me dis, la poésie, elle nous donne cette faculté d'échapper à ça. Et elle nous oblige aussi, en tant que poète, à jouer ces rôles-là, au moins pour nous. Voyez, si C'était très clair. Donc tout à l'heure, Carlo Diaz nous expliquait qu'il a fait un travail sur Louis Hémier qui est présenté, et vous avez fait un travail également, mais ça je ne suis pas au courant. Non, c'est pas vraiment un travail, c'est des photos que la bibliothèque de Bordeaux a gentiment accepté de poser sur ses murs. Voilà, des photos que je fais, mais de façon là aussi très très enfantine. L'exposition s'appelle Apparition parce que justement, je photographie ce qui m'apparaît. Et parfois, grâce au numérique, on peut changer les couleurs, on peut transformer. Et ça m'amuse beaucoup de voir surgir parfois une image dans l'image, quelque chose que je n'avais pas vu. C'est pas un travail, c'est un jeu. Est-ce qu'il y a, on le voit bien, hein, c'est pas toujours le cas, mais par exemple, Louis Hémier était très proche de Cocteau, entre autres, de Max Jacob. C'était comme vous le dites, un personnage assez méconnu à Bordeaux, alors que c'est quand même une figure assez essentielle finalement de la création. Et on le voit bien, que ce soit pour vous, Laurence Lépine, pour vous, Carlo Diaz, pour Louis Hémier et pour d'autres poètes, il y a quand même souvent une appétence pour d'autres activités artistiques. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en mots et qu'on dit autrement, qui fait qu'un poète est fatalement amené à s'ouvrir à d'autres formes de création ? Personnellement, je pense que oui. Je crois que j'y pensais en venant, je me disais que parfois les mots nous enserrent, parfois les mots ne nous permettent pas, ou plutôt les mots ne nous permettent qu'une chose, c'est dire. Et parfois on voudrait faire autre chose, on voudrait juste être de la couleur, ou être un son, ou être une répétition de son. Et donc voilà. Je dirais oui et non à la fois. Oui, et d'autant plus dans mon cas que j'ai choisi une langue d'écrivain qui n'est pas ma langue maternelle. Donc je suis confronté à un handicap permanent qui est celui de nommer les choses. Je parlais tout à l'heure d'aller à la substance des choses, et je suis confronté en permanence à cette part de cécité, parce que même si j'arrive à avoir un français correct quand je m'exprime de façon, on va dire, prosaïque, l'écriture est autre chose. Et donc on est assez souvent tiraillé pour la façon de dire, trouver le bon mot, essayer à ce que le mot soit juste. J'ai la chance d'avoir des gens que j'aime beaucoup, des proches, des amis, notamment Frédéric, qui est mon éditeur des éditions à Bordeaux, qui me consacre beaucoup de temps, parce qu'on fait des lectures à haute voix. Donc le travail de création d'un livre, c'est tout un chantier. Pour moi, c'est vraiment comme construire une cathédrale. Il faut jeter les fondations, ensuite il faut petit à petit jusqu'à poser la clé de voûte. Et c'est un travail qui est très complexe. Et après, comme dit Laurence, moi j'aurais bien aimé avoir d'autres talents. J'aurais beaucoup aimé danser, parce que des fois je me dis que le corps... je suis obligé d'aller marcher quand j'écris.
ou d'aller courir, ou d'aller faire du vélo, ou d'aller à la piscine. Parce qu'il y a des moments où mon corps, je pense que l'écriture, c'est quelque chose de physique. Hein. Je disais tout à l'heure, elle ne vous laisse pas indemne. Et combien de fois je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir danser, ou être un bon danseur. Comme je ne danse pas, je vais à la piscine, ou je fais du vélo, voilà, je compense. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour la justesse avec laquelle, je crois, ce soir, vous nous avez quand même amené à considérer le travail du poète et pas seulement la poésie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.